Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur l'info continue sur Canal 3 Bénin. On poursuit notre démarche de consultation des archives de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. Ce soir, on fait un focus sur la vie des médias au lendemain de ces assises nationales. Chacun a sa petite idée de la chose. Notre invité également sur info continue, Gérard Migan. Gérard Migan, bonsoir. Bonsoir Arabe, bienvenue merci sur le de me recevoir. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes journaliste à la retraite. Merci vraiment de nous honorer de votre présence. Vous avez disparu des écrans un bon moment et donc ça fait plaisir de vous avoir par ici. On est bien intéressé parce que nous feuilletons les pages de l'histoire à l'effet de faire une forme de rétrospection en ce qui concerne la conférence nationale des forces vives de février 90. Vous avez y pris part en tant qu'un acteur pour la couverture médiatique donc de ce grand événement. Allez, comment vous vous retrouvez à l'hôtel PLM Alédio, Gérard Migan? Merci Wahab, merci de me recevoir. Je salue aussi tous nos amis et téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Il faut faire mémoire des grands tournants de l'histoire des pays. Ça. Et je crois que vous le faites si bien. Merci beaucoup. Ça nous permet donc de revisiter cette histoire palpitante à travers des faits, des témoignages éloquents, d'en tirer sûrement des leçons pour le futur également. Merci pour ça. Oui, vous savez, lorsque cette idée de la conférence nationale a été lancée, et que le gouvernement du président Mathieu Kérékou a voulu donc que les Béninois, disons, retrouvent un changement notoire dans la vie politique pour œuvrer à la décrispation nationale, eh bien, les deux rédactions au niveau des radios, de la radio nationale et de la télévision, se sont retrouvées. Et puis, on a décidé qui doit faire quoi. Alors, je me suis retrouvé comme ça, choisi pour aller au PLM Alédio pour la couverture médiatique. Et comment les choses se sont passées? Quels sont les faits qui vous ont marqué sur ces 10 jours de travaux? C'est quand même de l'histoire, après tout. Ah ben oui, c'était une très belle histoire. Eh bien, nous y étions avec beaucoup de bonne volonté, de détermination, d'être des témoins vivants de ce grand moment. Et nous y avions mis du cœur. On a travaillé avec ardeur. Et là, moi, j'étais donc chargé d'interviewer un certain nombre de personnalités. Je sais que parmi ces personnalités que j'avais interviewées dans le temps, il y avait le président Émile Derlin-Zissou qui m'avait accordé un certain nombre d'interviews volontairement. D'accord. Voilà. Alors, on va poursuivre et parler de la vie des médias au lendemain de cette conférence, mais je voudrais qu'on fasse un petit pas en arrière. Ouais. Comment était la presse avant la conférence nationale? Comment vous vivez, comment vous travaillez en son temps? Disons, c'était le système du parti unique. Le parti de la Révolution populaire du Bénin, parti État. Donc, il y avait le média du service public, la radio nationale, la télévision nationale également. Voilà, et puis le quotidien gouvernemental en ce moment, Eouzou. Voilà. Donc, c'était dans ce schéma que nous travaillions avec une certaine rectitude, évidemment. Ah bon, on ne fait pas ce qu'on veut. Il faut donner les informations quant à la vie du parti et de l'État, du gouvernement, le Conseil exécutif national. Il faut, disons, donner un certain nombre d'informations concernant l'Afrique, mais il s'agissait principalement des pays de la ligne de front, par exemple. On donnait des informations concernant l'Angola, parce que l'Angola était en guerre, le Mozambique était en guerre, le Sahara occidental, oui. Bon, et puis les pays progressistes de l'Europe de l'Est. Vous voyez. Donc, c'était donc le schéma.
qui était regardé à la loupe par le Centre national d'éducation révolutionnaire, le CNR, qui était donc l'organe de censure. Alors, en référence à ce centre, bien entendu, on apprend qu'il y a de ces moments où c'est ce centre, n'est-ce pas, qui envoyait un certain nombre de thèses, qui corrigeait un peu vos papiers et autres avant que vous ne vous retrouviez à l'antenne. Est-ce que c'est justifié ou bien c'était juste des abus, une façon de montrer qu'il y avait de rigidité au niveau du régime? C'était vrai. C'était vrai. Et ça s'est déroulé jusqu'à un certain moment. Et puis après, ça s'est arrêté. Parce que les autorités du CNR passaient et corrigeaient un certain nombre de papiers pour que ces papiers soient dans la ligne politique. D'accord. Hein, voilà. En cas, il y avait un canevas qui était tracé que le journaliste ne devait pas sortir de ce canevas. D'accord. Voilà. Oui. Vous n'étiez pas du tout... disons que vous n'aviez pas l'obligation de donner une information, par exemple, s'il y avait une situation de prononciamento, un coup d'État, par exemple, dans un pays voisin, au Nigeria, par exemple, vous ne pouvez pas le donner. D'accord. Je me rappelle, à cette époque, je me rappelle, il y avait eu un putsch au Nigeria. D'accord. Les militaires ont renversé le président Shehu Shagari à l'époque. Et pourtant, vous, médias voisins, Radio Cotonou n'a pas annoncé cela. Oui. Et pourtant avait l'information. Et Radio Cotonou avait pourtant l'information. D'accord. Mais il n'a pas donné. D'accord. Alors, pour l'histoire, quels sont ces moments, je dirais, que vous avez vécu au niveau de la télévision nationale, en tout cas au niveau de l'ORTB, qui peuvent, je dirais, constituer d'anecdotes que vous avez à partager avec la nouvelle génération, par exemple, avant qu'on ne poursuive? Mais, disons que il y a eu... bon, ça, je ne vais peut-être pas... Pendant la conférence nationale, il y a eu peut-être une certaine volonté peut-être d'arrêter la diffusion systématique en direct, la retransmission en direct des événements. Mais je crois que les autorités ont compris que non, on ne peut plus changer la donne. Il faut rester dans ce schéma. Parce qu'il y a eu des tentatives, mais qui ont été vite brisées. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un élan populaire. Il y avait donc un peuple qui était assidu. Chacun avait son transistor à l'oreille, collé à l'oreille, dans nos villages, dans les hameaux les plus reculés, pour suivre de près ce grand tournant politique de notre pays. Donc, toutes ces velléités ont été battues en brèche par la réalité, le réalisme du moment. On s'est dit, mais si on le fait, on entre dans l'histoire par la mauvaise porte. D'accord. Un de vos anciens collègues, Célestin Marat, était sur ce plateau et dans ce qu'il nous racontait, n'est-ce pas, comme confidence, il estime qu'il y a eu de ces moments où, après la présentation d'un JT, par exemple, quand le journaliste ne conclut pas je dirais, son édition par une formule consacrée, prêt pour la révolution, la lutte continue, n'est-ce pas, que c'était un problème. Est-ce que vous-même, vous avez vécu ces moments-là? Évidemment, non. Personnellement, non. Mais je sais qu'il y a des confrères qui ont vécu ça. D'accord. Bon, parce que un jour, le journal s'achève et puis, bon, ils ont décidé de ne pas donner la formule consacrée. D'accord. Bon, là, ça leur a valu des demandes d'explication par la direction générale de l'office. Le lendemain. Bon, bref, il y a... En fait, je dois dire que ces genres de rébellion légère sont intervenus un peu au moment où le système battait déjà de l'aile. D'accord. Voilà, on s'est dit maintenant, on peut se permettre un certain nombre de privautés, bon, de ne pas être, donc rester dans la doctrine. Et puis bon, bref, c'était des moments donc qui annonçaient déjà un certain nombre de changements. D'accord. Alors, pour ces assises à la conférence nationale, est-ce que le problème des médias a été clairement posé? Comment ça a été débattu en clair? Non, en fait, la question des médias a été réglée lors des ateliers. Parce que la conférence nationale a initié un certain nombre d'ateliers. Il y a eu des ateliers donc consacrés à un certain nombre de thématiques. Donc la presse aussi a eu droit à cet atelier. Et nos représentants y étaient. Et je cite un nom comme ça, il y avait notamment, il a été vice-président de l'ARAC à l'époque. Un certain Sébastien Abota, qui était quand même là, qui était là, qui a assisté à ces ateliers. Et c'est au cours de ces ateliers
que les options ont été prises pour dire nous voulions donc une presse libre et plurielle. D'accord. Voilà. Et c'est là aussi qu'on a dit il faut démonopoliser les ondes. Il faut ouvrir, il faut faire une large ouverture au plan médiatique pour que tous les médias qui peuvent naître viennent donc à la vie et que le terrain médiatique national soit donc assez remodelé. D'accord. De votre analyse de la situation, est-ce que vous pensez que les professionnels des médias étaient un peu satisfaits, je dirais, de cette décision prise à cette époque? Évidemment, puisque on est resté sous une chape de plomb. Le système PRPB ne permettait pas donc que, malgré nos formations, nous avons été formés comme dans de grandes écoles. L'école de journalisme de Dakar, le CESTI, certains ont été formés à Lille, d'autres ailleurs, sur le continent européen. Bon, bref, il y avait, donc c'était des gens formés, nous étions des gens formés. Oui. Alors, quand on est resté dans un système où c'était le dirigisme, c'était une chape de plomb, vous ne pouvez pas, disons, avoir cette facilité de montrer vos talents. D'accord. Alors, lorsqu'il y a eu cette décision d'ouvrir la presse, une presse plurielle, alors les journalistes étaient heureux. D'accord. Et la presse, la suite le dira, évidemment, puisqu'il y a une floraison de titres après. D'accord. Au-delà de cette opération de démonopolisation de l'espace médiatique, il y a également cette institution qu'on a voulu créer, la HAC, n'est-ce pas, pour réguler, je dirais, le fonctionnement de cette presse plurielle. Est-ce que ça a été aussi débattu de façon formelle à la conférence nationale? Évidemment, c'est au cours de cet atelier dont je parle, consacré aux médias, que l'idée de la RAC, d'une institution chargée de la régulation des médias, a été débattue. Et c'était donc, on peut dire, l'idée de la RAC est née en ce moment. La RAC qui finalement est arrivée bien après, parce que son ancêtre, c'était le Conseil national de la communication. Voilà. Donc, là, au niveau de ces ateliers, on a dit qu'il fallait donc créer la RAC, une institution de régulation. Et la RAC est née pratiquement après qu'on ait adopté, qu'il y a le référendum qui a abouti au vote de la nouvelle constitution, celle du 11 décembre 1990. Voilà. La RAC, je dois dire, était donc la première institution qui est née, justement, dès que la nouvelle constitution a été votée. D'accord. Voilà. Et que dire de ces premières expériences, les premières années qui ont suivi la création de la RAC? Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Ah ben oui, c'était la première RAC, celle qui a été dirigée par Thomas Meillansan, je crois. C'était bien... Non, René Dossa. René Dossa. D'accord. C'est René Dossa. Merci. Donc, René Dossa, je crois que c'était donc cette RAC-là qui a ouvert les chantiers de cette presse plurielle. Et elle a beaucoup travaillé. Elle a jeté les fondations. Et là, ces fondations, ce sont celles-là qui ont aujourd'hui encore cours. Elles sont là, elles sont bon, avec bon amant, un certain nombre d'anicroches. Bon, tout n'est pas encore parfait, mais chaque époque a ses problèmes, a ses difficultés. D'accord. Alors, vous soulignez qu'à la conférence nationale, il y a eu cette ouverture, en tout cas cette décision d'ouvrir l'espace médiatique. Ça fait naître donc assez de titres plus tard. Comment la gestion de l'information s'est faite en son temps avec les professionnels des médias? Oui, il y avait donc ce déchaînement. Et je dois dire, il y avait eu plus de 70 titres qui sont nés. Mais est-ce que les choses n'allaient pas dans tous les sens? 70, y avait eu évidemment, une forme d'ouverture. Mais forcément, c'était une liberté totale. J'ai parlé de déchaînement. Alors donc, on voulait y aller. Et puis donc, cette liberté a été certainement mal utilisée. Mais elle a permis donc à beaucoup de presse d'éclore. J'ai parlé de 70 titres qui sont nés, qui sont venus donc s'ajouter aux ancêtres qui existaient. C'est le moment de saluer peut-être
bon, la nation existait. Il y avait Ouzou, le président gouvernemental, qui est redevenu la nation après la conférence nationale. Puisque la conférence nationale a pris un certain nombre d'options. Par exemple, on a changé le drapeau. Le vert, jaune, rouge est revenu. Hein? Le drapeau rouge, le drapeau vert, frappé de l'étoile rouge a disparu. Bon, donc, fondamentalement, la naissance donc, de cette presse libre entrait aussi dans ce schéma. D'accord. Des différentes options que la conférence nationale a prises d'une presse libre et plurielle. Est-ce que la RAC à l'époque parvenait à canaliser les choses? C'était les premières expériences, aussi bien chez les professionnels, les médias que chez l'institution. Même comment, je dirais, il y avait passage la RAC a laissé faire. Parce que c'était les années d'ouverture, comme une nouvelle indépendance. Donc la RAC elle n'a pas joué un rôle répressif en tant que tel. Non, mais elle essayait de corriger. Mais je crois que chacun savait, disons, jusqu'à quel point il devait aller, où il devait s'arrêter. Donc, les gens étaient responsables dans une certaine mesure quand même. Hein. Alors, je voulais dire que cette presse plurielle qui est née, 70 titres, est venue donc s'ajouter aux ancêtres qui étaient déjà sur le terrain, même au temps de Pierre Pébé, comme Tam Tam Express de Denis Rodanou, comme aussi La Gazette du Golfe de Ismaël Yves Soumanou. Et puis, je crois qu'il y avait le Forum de la semaine d'un certain Bruno Sedéou. Bref, donc cette presse-là existait, mais beaucoup d'autres sont venus s'ajouter et ont lancé dans ce processus de large ouverture. On marque une petite pause, c'est la revue de presse spéciale consacrée à la conférence nationale et on revient en plateau pour suivre. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans sa parution numéro 3630 du lundi 26 février 1990, Ouzou, sous la plume de Rocco Roussani, pointait que l'heure de la vérité approche. La conférence nationale devait s'achever samedi 24 février 1990, mais la réalité des choses en a décidé autrement. Il faut jouer les prolongations, 1 ou 2 jours de plus, qu'importe, pourvu que la montagne n'accouche pas d'une souris. Cette éventualité est d'ailleurs exclue par avance au regard de la détermination des conférenciers à ne pas décevoir plus de 4 millions d'âmes attentives aux résultats de leurs réflexions. Et dans la chute, Rocco Roussani insistait pour écrire que l'heure de vérité approche donc inexorablement. Certains passeront peut-être un mauvais quart d'heure. Mais comment faire d'omelette sans casser des œufs? S'est interrogé le journaliste. Un sujet délicat abordé par le journal dans la même parution, c'est ainsi le président Kérékou démissionnait. Des propos recueillis par Akwete Assevi. Et dans ces propos recueillis, on retrouve Francisca Patterson qui disait « Nous refusons sa démission. Il doit continuer même avec le gouvernement provisoire pour éviter le chaos au pays. » Michel Lolo Chidiac confiait « C'est un scénario que je n'ai jamais envisagé. Le président Kérékou doit rester au pouvoir jusqu'à la mise en place des nouvelles installations. Il doit assurer la continuité de l'État jusqu'aux prochaines élections. » Pour Marcelin Degbé, il ne faut pas seulement se placer dans une telle éventualité, car le chef de l'État lui-même devrait, au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, prendre cette décision en toute responsabilité. Pour Boniface Ouagbonou, une démission du président Kérékou serait une trahison. Lui-même ne va pas envisager cette éventualité. Grâce d'Almeida Adamon dira qu'il semble que cette proposition est le souhait d'une partie de la population, mais d'un point de vue immédiat, de nombreuses conséquences sont à tirer d'une telle démission, dont la première est un vide juridique. Nous serons un État sans président de la République.
Et puis le journal a relevé la gaffe du colonel Maurice Kouandété. Le journal pointait que quand un ancien colonel des forces armées populaires, invité à la conférence des forces vives de la nation dans sa catégorie de personnalités et sages, se lève à une séance plénière pour menacer de mort tous les participants en brandissant un coup d'état militaire, il y a de quoi s'indigner. Le colonel Maurice Kouandété demande la parole et fait observer que depuis le début de la conférence, on ne lui a pas accordé la parole d'entrée. Il qualifie les 493 délégués de faux, de malhonnêtes. Mais le président Kérékou, conscient de l'enjeu d'un échec éventuel de cette conférence, a envoyé un message de paix conviant les délégués à donner priorité aux problèmes économiques sur les problèmes politiques. C'était la revue de presse spéciale Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Merci de l'avoir suivi. Allez, nous voici de retour en plateau après cette revue de presse spéciale consacrée à la conférence nationale de février 1990. Gérard Migan, vous avez un mot à dire après ce que vous avez écouté, cette synthèse de Assombo Kagné Assombo. Il a fait une juste photographie de ce moment intense. C'est vrai, le colonel Maurice Kouandété a rouillé dans les brancards. Avec sa menace, il y en a eu d'autres encore. Je me souviens bien de certain Pancras Bratier, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, et qui, disons, s'est fâché par l'allure que prenaient les travaux, a dit, dit aux conférenciers, vous savez combien de portes il y a ici? En quelque sorte, si on ferme un certain nombre de portes, plus personne ne sortira. Ils seront tous prisonniers. Et puis, c'était une anecdote. Il y a eu aussi Martin de Haut-Azinhor, voilà, c'était le muson de l'époque, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de l'Orientation nationale. Une phrase terrifiante, il dit, ben voilà, nous sommes venus ici, mais pas pour qu'on nous limoge. D'accord. Hein? Il a dit enfant. On n'est pas venu ici pour qu'on nous renvoie comme des malpropres. Là, ce sera très très dur. Voilà, il exprimait son sentiment en tant que cacique du système. C'est ça. Et je crois qu'il faut saluer le président Kérékou, qui, malgré toutes ces menaces, a pu se mettre au-dessus de la mêlée. De son système, a pu donc dominer les débats, dominer leurs courroux, leurs inimitiés. Et puis il s'est dit, mais non, il faut qu'on aille loin, parce qu'il a mesuré, les enjeux du moment. Il s'est dit, mais non, il faut rentrer dans l'histoire de la façon la plus élégante, où ça passe, où ça casse. Et je crois que Mathieu Kérékou ne voulait pas d'un bain de sang. Et il a vraiment su faire le choix du juste milieu. Avec cette médiation d'un président du Présidium qui était assez diplomate, Monseigneur Isidore de Souza, qui a fait un travail remarquable disons, pour caporaliser les choses, tempérer, j'allais dire plutôt, les choses, pour essayer de prendre Mathieu Kérékou par les sentiments, pour lui dire, mais non, ça va aller, et nous sortirons tous vraiment heureux de ces assises. En résumé, les hommes de Dieu ont fait un grand travail à cette conférence. Alors, d'accord, je voudrais maintenant qu'on fasse une forme de croisement en termes de lecture, ce croisement de la RAC d'hier à celle d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les réalités sont les mêmes à la naissance de la RAC et les réalités d'aujourd'hui? Évidemment. Un pays, ce n'est pas une histoire figée. Un pays, c'est... Comme dirait l'autre, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Ça fait des vagues. Et puis donc, c'est comme si vous me demandez si nous sommes donc dans le purisme démocratique encore aujourd'hui. C'est un peu ça. Mais non, la démocratie évolue. Mais nous restons dans les fondamentaux, globalement. Même s'il y a quelques difficultés. La presse se veut toujours libre. Bon,
elle a peut-être perdu quelques ailes. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on essaie de redorer ce blason-là. Cette RAC, la RAC d'hier, des années 90, c'était les débuts. D'accord. Alors, il fallait construire, bâtir les fondations. Alors, les fondations ont été construites. Il y a aujourd'hui un certain nombre peut-être de normes qui sont venues. Il faut que nous nous adaptions à ce nouveau monde. Par exemple, quand vous voyez aujourd'hui la loi sur le numérique, voilà, quand vous voyez cela, on a le sentiment que la RAC aujourd'hui, plutôt que d'être peut-être dans son rôle de régulateur, reste beaucoup plus répressif. Très bien. Je crois que il faut que la RAC soit moins un tribunal que, disons, un accompagnateur, un régulateur, quelqu'un qui appelle les hommes des médias pour leur souligner leurs fautes, leurs erreurs, quitte à avoir une école pour leur dire, mais non, ce que vous avez fait, c'est pas comme ça qu'on doit le faire. On devrait le faire plutôt de cette manière-ci. Et voilà, l'école de la RAC va leur dire, voilà. Ça évitera d'avoir la RAC un peu comme un gendarme à côté. Voilà, alors, les voix s'élèvent de plus en plus, Jérôme Igan, pour dire que la presse, pour ne pas dire la liberté de presse est en danger ou est menacée au Bénin. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Oui, dans la mesure où il y a ce caractère répressif. Donc, les hommes et femmes des médias n'ont plus cette volonté de rester casse-cou dans le métier. Bon professionnel, quitte à critiquer ce qu'il faut critiquer, à dire les choses de la manière la plus osée possible. Donc, c'est un peu comme si on agissait parce qu'on a une épée de Damoclès sur la tête. Mais non, il ne faut pas qu'il y ait ça. Je crois qu'il faut qu'on change les normes et que tout se passe donc en douceur. C'est vrai, la presse, tout le monde n'est pas parfait. Il y a des brebis galeuses, comme on dit. Des brebis galeuses, j'allais dire. Mais non, mais la RAC est là pour faire son rôle, pour être dans son rôle de régulateur. Et le faire avec assez d'aisance, quitte à souligner les erreurs, à frapper quand il le faut, mais pas trop frapper. Il ne faut pas qu'on se borne seulement à frapper, mais il faut qu'on éduque aussi. Je profite pour dire une anecdote. Peut-être que si c'était en son temps, on nous aurait peut-être frappé. Allons-y. La presse publique, à l'époque, c'était à la télévision. Dans les années 90, le président Nicéphore Soglo était déjà élu président de la République. Président de la République. Et nous avions lancé une émission à la télévision qu'on appelait « Les ministres face à la presse ». Chaque ministre devait passer pour faire son bilan. Bon, alors... Défendre, je dirais, sa gestion. Sa gestion, voilà, comment il a géré son ministère. Et je me rappelle, il y avait un certain nombre d'émissions qui étaient déjà passées, j'en avais fait. Beaucoup d'autres, mes confrères, Constant Abidinoukou, avaient réalisé aussi des émissions. Et il y a un jour, il y avait mes confrères, paix à leurs âmes, ils ne vivent plus, Gaston Kwasi Akpla et Mesme Kossi Hunhaku, qui avaient donc à gérer l'émission de ce soir-là. Et ils recevaient un ministre qui s'appelait Fatiou Adekunte. Alors, ils l'ont tellement malmené sur le plateau, ils lui posaient des questions et le ministre n'arrivait même plus à répondre conséquemment aux questions. Ah non, c'était vraiment un sale temps pour lui. Alors, les journalistes ont fait leur travail. Ils ont coincé le ministre, qui était mal à l'aise, qui n'a pas répondu à un certain nombre de questions. Il était passé par les actions répétées des journalistes. Et puis, le lendemain, eh bien, je crois que ça a été un sujet qui fâche. Le président de la République était fâché. Nicéphore Soglo était fâché et l'a exprimé. Il dit, mais il regarde la télé et qu'est-ce qu'il voit? Il voit deux Malabars qui en avaient contre son ministre. Il a traité littéralement comme ça les journalistes de Malabar. Voilà. Il les a traités de Malabar. Oui. Et quelle a été la suite? Non. Il n'y a pas eu de sanction. Mais à la limite, le chef de l'État s'est exprimé. Il a dit son mécontentement. Et
bon, c'est passé, il n'y a pas eu de sanctions. En clair, on n'a pas vu l'incapacité du ministre à répondre, mais beaucoup plus voilà, les journalistes qui le malmenaient et qui ne le laissaient pas, justement, disons, répondre avec satisfaction aux questions qu'il posait, ou bien qui le mettaient mal à l'aise, si bien qu'il n'avait pas les réponses appropriées à certaines questions. Voilà, les journalistes ont fait leur travail de toute façon. Il revenait au ministre de faire le sien. D'accord. Alors aujourd'hui, les réformes sont passées un peu partout. Vous avez souligné la loi sur le numérique et autres. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est réellement de mise? La liberté de presse se porte très bien, effectivement, au Bénin, aujourd'hui? Non, elle ne se porte pas bien, si je l'ai dit. Quand je parle du caractère répressif de la RAC, elle ne se porte pas bien, dans la mesure où il y a des organes qui ont été encore suspendus récemment. Bon, je pense qu'il faut que on sache que les médias sont là pour faire vivre la nation, faire vivre la République. Ils ont leur rôle de gardien des lieux, pour dire ce qui va, comme ce qui ne va pas. Poser les bonnes, les vraies questions. Des questions parfois qui dérangent aussi. Ça fait partie du jeu. Et puis bon, là, un pays se construit également comme ça. Quand on n'est pas critique, quand on doit jouer tout le temps au laudateur. Alors, qu'est-ce qu'on peut corriger? Il ne faut pas être tout le temps laudateur. Il faut dire ce qui va. Certes, il faut dire également ce qui ne va pas. Gérard Migran, que retenez-vous comme héritage de la conférence nationale de février 1990? Je retiens que ça a été un grand moment de notre histoire. Un tournant majeur. Parce que si on n'était pas passé avec, disons, bonheur dans ce tournant, peut-être qu'aujourd'hui, les choses ne seront pas comme nous le faisons maintenant. Voilà, les fondamentaux de la démocratie, c'est bien. Le multipartisme, la Conférence nationale avait dit que ça devait être intégral. Et bon, ça l'était. On avait dans ce pays 200 formations politiques. Bon, les unes peut-être moins grandes que les autres. Bon, c'est là qu'il faut dire, il faut saluer quand même le fait qu'il faut modifier la charte des partis. Il faut qu'il y ait des partis, que ça soit moins nombreux. Moi, je suis d'accord avec ce toilettage. Parce que, visiblement, Wahab, c'est quoi l'idéologie? Soit on est de droite, on est de gauche, on est centriste, on est peut-être libéral. Donc, il faut combien de partis politiques? 4 ou plus. 4 ou 5, globalement. Mais c'est ça, les grands pays du monde, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut un toilettage, c'est ce qui se fait. Je crois que le chef de l'État, il a voulu faire des réformes, une nouvelle charte des partis politiques. Ce n'est pas encore bien compris par tout le monde. Mais je pense que fondamentalement, il faut aller vers ce qui fait les normes au plan international. Alors, voilà. Gérard Migran, j'ai annoncé dans l'introduction que vous êtes à la retraite. Aujourd'hui, vous dispensez des cours dans les universités de la place en ce qui concerne le métier. Il y a bien de générations qui vous ont vu pour venir dans ce métier. Il y a bien de générations et de promotions également que vous avez mis sur le marché aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire à la nouvelle génération, ceux-là qui font le même métier, qui se sont inspirés peut-être de vous et qui se sont retrouvés dans ce métier? Nous avons été inspirateurs. Et il y en a qui font bien leur job, ils le font bien. On les a formés, on leur a donné le b.a.-ba du métier, ils s'exercent dans ce métier. Je les écoute souvent sur nos chaînes, de radio comme de télévision, et ils le font bien. Il y a sûrement quelques-uns encore qui n'ont peut-être pas la formation, pris le pli, mais je crois qu'ils vont venir. Non, je pense fondamentalement que le Bénin reste sur cette ligne, les lignes phares de la démocratie. Et comme je l'ai dit, un pays, ce n'est pas, ne roule pas, disons, de façon linéaire. Il y a des hauts et des bas. Il y a également des tournants, des fondamentalement, les Béninois doivent s'asseoir pour peut-être essayer de repenser un peu l'ossature de leur vie politique, de la même manière que, je dois le dire, la RAC doit aussi s'asseoir pour faire la réflexion sur les nouvelles normes. Est-ce qu'il faut être beaucoup plus répressif que régulateur? Il faut qu'il y ait des assises peut-être pour se pencher sur cette question. Quelle est la nouvelle RAC que nous devons construire? Et je crois que le chef de l'État, quand il était candidat, avait énoncé
une certaine plateforme Oui. pour, disons, modifier l'ossature de cette RAC-là. Oui. De la même manière, il avait dit également qu'on construirait un mémoriel D'accord. pour la conférence nationale. C'est ça. Aujourd'hui, je crois que le PLM à l'Edieu est en train d'être rasé. C'est dans le plan du gouvernement. Oui. Les grands travaux. On est d'accord. Mais il faut, tout en faisant ces grands travaux, placer, à y installer ce mémoriel pour ce lieu d'histoire. C'est ainsi que, justement, on fera ce devoir de mémoire, de dire aux générations futures, eh bien, ça s'est passé comme ça. Ici, il y a eu ceci. Voilà, ici, il y a un esprit qui avait soufflé et qui a transformé le pays et qui lui a permis donc d'ouvrir la voie vers... Merci pour ces propos conclusifs. Merci beaucoup, Gérard Migrant. Je rappelle, vous êtes journaliste à la retraite. Merci d'être passé sur le plateau de l'Info Continue. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour poursuivre le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.